Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième partie des séminaires sur le management. Nous allons entamer maintenant l'étude des écoles de la pensée managériale. Comme vous savez, l'intérêt suscité par le management au cours de ces dernières années, il a entraîné le développement de plusieurs théories, de plusieurs approches qui visent à présenter la nature du concept, de la théorie et des techniques qui sous-tendent la pratique. Maintenant que vous savez au niveau de la première partie en quoi consiste le management, quel est son intérêt, quelle est son utilité, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi il a évolué et comment il a évolué. Et nous allons entamer cette deuxième partie qui est axée sur 3 points principaux. D'abord les principales écoles du management. Au niveau de ces écoles, nous allons revenir un petit peu sur l'évolution historique du concept. Ensuite, les apports de chaque école, comment chaque école a contribué à l'amélioration, à l'enrichissement du concept de management. Et puis enfin, les modèles de la pratique. Il y a plusieurs manières d'aborder l'évolution ou l'étude de l'analyse des écoles du management et de l'évolution du concept du management. Là, je vous propose une démarche qui va classer les écoles en 2 grandes parties. Les écoles qui ont considéré le management dans une vision mécaniste simple et les écoles qui ont considéré le management dans une vision systémique complexe, bien évidemment avec des différences que nous allons aborder tout au long de l'évolution de cette deuxième partie. Maintenant, je vous propose d'aborder les écoles que vous voyez sur le schéma de la manière suivante. D'abord, les écoles classiques qui se sont appuyées beaucoup plus sur la rationalité. Et la rationalité, elle a été étudiée, elle a été présentée, elle a été analysée de plusieurs manières différentes selon les auteurs que nous allons voir. Ensuite, l'école des relations humaines, là encore, c'est son modèle de la définition du concept de management est fondé sur la rationalité, mais pas la rationalité productive comme c'était le cas chez les classiques, mais beaucoup plus sur la rationalité des comportements. Et nous allons, après l'école des relations humaines, à étudier et présenter les écoles quantitatives qui se sont appuyées beaucoup plus sur les sciences et les maths. Et puis nous allons terminer cette deuxième partie sur les écoles modernes du management. J'insiste beaucoup sur cette partie qui va vous permettre de comprendre comment le concept a évolué dans le temps et pourquoi il a évolué de le temps. Le management classique, ou le management selon l'école classique, il est beaucoup plus analysé dans une approche rationnelle. Pourquoi? Parce que les relations selon les classiques entre les paramètres d'analyse sont mécaniques et sont analysées soit en termes de calcul rationnel d'optimisation, c'est l'école classique, et nous allons revenir, comme je viens de dire, sur les différentes manières qui ont été mises en place, soit en termes de comportement humain, c'est l'école des relations humaines. Donc là, c'est toujours le concept de rationalité qui a guidé la définition et le concept du management. L'école classique va être, comme vous voyez sur ce schéma, va être étudiée selon l'apport de 3 auteurs principaux qui ont été tout le temps considérés comme étant les fondateurs de cette approche scientifique de l'organisation du travail. Leur objectif, c'est quoi? Ils avaient un objectif commun qui était étudié de manière différente. L'objectif, c'était comment chercher à améliorer la productivité des ouvriers par l'application des méthodes scientifiques. Taylor, il a basé son modèle sur la rationalité productive. Henri Fayol, c'était la rationalité structurelle. Et puis Max Weber, c'était la rationalité administrative ou la rationalité de direction. Taylor, comme vous savez, je pense, si vous avez déjà des connaissances sur l'école classique, l'apport de Taylor, c'était d'introduire la science dans la définition de la manière la plus optimale pour améliorer la productivité des ouvriers. D'où le nom de l'organisation scientifique de travail. Alors, 4 principes fondamentaux du management selon Taylor. La connaissance scientifique à la place de l'empirique, c'est-à-dire il faut partir de la science pour mettre en place une démarche managériale qui va permettre à l'entreprise de réaliser ou de maximiser sa production, sa productivité. La sélection et la formation scientifique des ouvriers, la coopération franche pour atteindre l'objectif scientifique préétabli, et puis la répartition des tâches entre direction et ouvriers, c'est ce qui s'appelle
une division du travail très forte sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Sur le plan méthodologique, comment Taylor est arrivé à définir ou à proposer cette définition, ce concept du management ou cette approche du management? Une démarche méthodologique que je vais essayer de résumer de la manière suivante. Donc, il a fait beaucoup plus de l'observation minutieuse du travail. Donc, il a regardé comment les travailleurs réalisent leurs tâches pour qu'à la fin, il va essayer de définir une manière de décomposer ou de décomposition des gestes et des tâches afin de calculer le nombre, la quantité de travail maximale qu'un ouvrier peut réaliser durant une durée du temps déterminée tout en étant très concentré. Et puis à cela, il a associé un type de rémunération lié à la production pour permettre aux ouvriers ou pour motiver les ouvriers, parce que selon lui, la conception la plus appropriée, c'est plus les ouvriers vont travailler, plus ils vont gagner de l'argent. Et de là, il a défini une division de travail horizontale au niveau de la décomposition des tâches, et verticale tout en essayant de séparer nettement ceux qui décident et ceux qui exécutent, plus la définition d'un salaire au rendement. Voilà, si vous voulez, un petit peu la démarche qui a été adoptée pour Taylor à partir des principes scientifiques. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de définir à chaque individu une seule tâche bien précise qu'il doit exécuter avec un minimum de quantité de production, avec un salaire bien déterminé. À cela, on peut rajouter que Taylor, quand il a défini ce concept du management, ou cette manière du management, il a bien clarifié que c'est la seule et unique meilleure façon pour permettre à l'entreprise d'augmenter sa productivité. C'est ce qui s'appelle chez les classiques le One Best Way. Voilà, si vous voulez, rapidement l'organisation scientifique du travail. Bien évidemment, les autres détails, vous allez les voir sur les syllabus. On aura aussi l'occasion de les détailler davantage dans les présentations en présentiel. Ensuite, Fayol, il est arrivé pour compléter, si vous voulez, l'apport de Taylor en disant à Taylor, oui, ce que vous avez fait, c'est bien, mais il faut rationaliser aussi l'administration. Ça veut dire une amélioration, une meilleure productivité ne se limite pas uniquement à une organisation scientifique du travail sur le terrain, mais il faut introduire des tâches administratives, encore une fois d'une manière rationnelle. C'est pour cela qu'on qualifie l'apport de Fayol comme étant basé beaucoup plus sur la rationalité administrative. Donc il a complété, si vous voulez, le travail de Taylor par l'introduction de 6 fonctions principales, comme vous voyez sur les présentations: les techniques de fabrication, commerciale, financière, sécurité, comptabilité, administrative. Elle considère que ces dernières, c'est-à-dire toutes les tâches administratives, sont les plus importantes. Pour lui, administrer d'une manière rationnelle pour Fayol, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. À partir de cela, c'est-à-dire à partir de cette définition du management sous l'angle de la rationalité administrative, la seule logique technique qui a été définie et développée par Taylor n'est pas suffisante pour gérer correctement. Il faut rationaliser la direction administrative de l'entreprise, et pour rationaliser cette direction administrative de l'entreprise, Fayol a proposé les 14 principes d'administration qui sont très connus, que vous voyez sur les slides, en commençant par la division du travail, l'autorité, responsabilité, la discipline, unité de commandement, etc., etc. Là encore, je vous invite à aller voir et regarder le syllabus pour beaucoup plus de détails. Donc, rationaliser l'administration passe par les 14 principes, et au niveau de ces 14 principes, il a ajouté les 5 tâches clés de la fonction administrative qui sont, si vous voulez, les 5 tâches de la fonction administrative, si vous voulez, c'est en fait la définition qui a été donnée
par Fayol à la notion de l'administration d'une entreprise, qui sont la planification, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Et là, je précise que le premier qui a introduit la notion de fonction dans les organisations, c'était Fayol, et aujourd'hui, on trouve dans toutes les organisations et toutes les entreprises cette administration par les fonctions, bien évidemment, qui a pris plusieurs formes différentes. Donc la rationalité administrative de Taylor est composée de plusieurs principes, 14, et une définition claire et précise de la notion de l'administration ou des fonctions principales de l'administration. Et aujourd'hui encore, on trouve toutes ces fonctions dans plusieurs entreprises. Ensuite, l'apport de Max Weber, le troisième auteur fondateur de l'école classique, est toujours dans le cadre de la rationalité, mais cette fois-ci un autre type de rationalité, c'est la rationalité structurelle. En disant aux auteurs classiques, Fayol et Taylor, ce que vous avez fait c'est bien, mais il n'est pas suffisant pour une meilleure productivité ou pour améliorer la productivité des entreprises. Il faut rationaliser la structure. Et le modèle Max Weber, il a fondé un modèle d'organisation basé beaucoup plus sur la bureaucratie. Et par bureaucratie, il veut dire une division du travail. Là encore, une division sur le plan horizontal, une division sur le plan vertical. Et on aura l'occasion aussi de détailler ça en présentiel. Une hiérarchie clairement définie, des règles et normes précises et un mode de relation interpersonnel. Max Weber, il cherche à comprendre la réalité sociale de l'entreprise et légitime le pouvoir par la force de la réglementation rationnelle établie par une hiérarchie clairement définie entre les individus. Pour lui, la bureaucratie est la forme d'organisation la plus rationnelle. Regardez, si on va comparer la rationalité productive pour Taylor, c'est rationaliser la production, c'est-à-dire dans les ateliers, dans l'usine. Pour Fayol, c'est rationaliser l'administration à travers les fonctions et les tâches principales des fonctions. Et puis, pour Max Weber, il faut rationaliser, si vous voulez, la structure ou la bureaucratie. Pour lui, qui est un modèle rationnel, c'est la forme d'organisation la plus rationnelle. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la raison, c'est-à-dire sur la compétence, sans tenir compte des relations personnelles. Les personnes, selon lui, n'obéissent pas à la personne, mais à des règles impersonnelles. Ça veut dire qu'il faut que l'attachement des personnes soit beaucoup plus lié à l'existence d'un système bureaucratique et des règlements ou des règles à l'intérieur de l'entreprise qu'il est lié beaucoup plus à la personne. Alors, dans ce sens, Max Weber, il définit une structure d'organisation rationnelle divisée en fonction d'une hiérarchie, des emplois clairs, avec des procédures de travail très formalisées et un système de contrôle très centralisé. Et là encore, comme Fayol, on retrouve ce modèle de la rationalité administrative tel qu'il a été défini par Max Weber dans plusieurs entreprises. Voilà, si vous voulez, la définition du concept du management, de l'approche managériale chez les classiques. Vous avez dû remarquer qu'ils ont des points communs parce que leur analyse s'est appuyée sur le concept de la rationalité, mais rationalité, elle a pris plusieurs formes pour donner une définition, je dirais, à leur époque très importante, qui a effectivement permis aux entreprises d'améliorer leur productivité. Certes, l'apport des classiques, il a des avantages, mais également il a des limites. Et c'est effectivement ces limites qui ont engendré, si vous voulez, la disparition dans le temps de ce modèle managérial selon les classiques. Les limites, c'est à un certain moment, il a engendré des résultats contraires à ce qui a été attendu. Il a donné des résultats positifs au départ, mais à un certain moment, il n'engendre que des accidents du travail, que des démissions, qu'une augmentation de l'absentéisme dans les organisations et un turnover très élevé. D'où la naissance d'un nouveau courant en management pour corriger cette situation.